pas de quatrième mandat, on est fatigué, on ne veut plus. C'est ce que chantaient ici les manifestants lors de cette marche dans la commune de Yopougon. C'est la première sortie du Front commun qui regroupe les deux principaux partis d'opposition dont les candidats sont pour l'instant inéligibles, le PDCI de Tidiane Thiam et le PPACI de Laurent Gbagbo. L'opposition a voulu marteler ses revendications, la tenue d'un dialogue politique, l'inclusion des leaders de l'opposition à l'élection présidentielle du 25 octobre et le refus de la candidature du président Alassane Ouattara, un quatrième mandat. Le rassemblement de tous les Ivoiriens dans toute la diversité pour dire qu'il veut le dialogue. Un dialogue pour qu'ensemble, nous trouvons la bonne voie pour régler les problèmes qui se posent à notre nation. Et c'est un message au président de la République. Pour dire le temps est venu de nous asseoir pour parler de la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de démontrer que la majorité des Ivoiriens ont besoin de paix. Et la paix passe par des élections démocratiques, libres, transparentes et inclusives. Nous avons besoin d'une nouvelle révision de la liste électorale. Nous avons besoin que nos leaders soient réintégrés. Nous avons surtout besoin que la Constitution soit respectée. Et celle-ci dit qu'un quatrième mandat est impossible. Nous attendons que la loi soit respectée. Le gouvernement ivoirien a déjà répété qu'un dialogue politique n'était pas à l'ordre du jour. Quant à un possible quatrième mandat, Alassane Ouattara assure que la Constitution le lui permet. La liste définitive des candidats à l'élection présidentielle sera publiée d'ici mi-septembre par le Conseil constitutionnel. Plier, reprendre, vérifier, repasser. Inlassablement, les ouvriers de cette usine textile de Mazérou, au Lesotho, répètent les mêmes gestes. Tebo Kobeli, le propriétaire, réalise, comme tous les jours, le contrôle qualité de ses jeans. L'usine semble tourner à plein régime. Pourtant, l'annonce de Donald Trump en avril dernier d'imposer des tarifs douaniers à 50% au pays, soit le taux le plus élevé de tous les partenaires commerciaux des États-Unis, a dévasté le secteur. Nous avons perdu environ 200 emplois, car comme vous le savez, les commandes américaines, les spécifications et tout le reste sont plus exigeants que les marchés locaux. Nous avons donc dû licencier un nombre assez important de personnes. Environ 40 000 personnes travaillent dans le secteur du textile au Lesotho, qui représente aussi la première industrie d'exportation du pays. Dans un décret signé le 31 juillet dernier, les États-Unis annoncent que les exportations du Lesotho ne seront finalement taxées que de 15%, mais les dommages sont déjà là. Les incertitudes de ces derniers mois ont entraîné des annulations de commandes, comme dans cette autre usine qui produisait autrefois les t-shirts de golf de Donald Trump. En période de production maximale, toutes ces tables sont installées et la découpe se fait ici. 22 pays africains sont concernés par les nouveaux droits de douane américains entrés en vigueur ce jeudi. 18 d'entre eux écopent d'une surtaxe de 15%, parmi lesquels Madagascar, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun ou le Tchad. La Tunisie voit quant à elle ses produits taxés à 15%. Coup dur pour l'Afrique du Sud, dont les exportations sont désormais taxées à 30%, tout comme l'Algérie et la Libye. Deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud, les États-Unis représentent 7,5% de ses exportations. Les propositions de Pretoria n'auront pas suffi à faire flancher la Maison-Blanche, malgré un appel ce mercredi entre les présidents des deux pays et l'optimisme d'une ministre sud-africaine. Il ne peut y avoir d'accord lors d'un appel téléphonique. L'équipe technique doit faire le travail proprement dit et il y a toujours de la place pour les négociations. D'après le gouvernement sud-africain, jusqu'à 30 000 emplois pourraient être menacés. Donald Trump explique cette décision par la volonté de protéger l'économie américaine, mais malgré l'entrée en vigueur de ce décret, des négociations étaient toujours en cours ce jeudi après-midi. Pendant des mois, Eman Mouawad a cru qu'il allait mourir. Aujourd'hui, il accueille les siens de retour chez lui, en Égypte. Un soulagement immense après avoir vécu l'enfer au Soudan, où il vivait et travaillait comme marchand. Il se souvient de ce matin de juin 2023, quand les paramilitaires des FSR, les forces de soutien rapide, sont venus l'arrêter. Accusé d'espionnage au profit de l'armée soudanaise, il est emprisonné et torturé. 80% des détenus dans les prisons de forces de soutien rapide étaient des civils. Je n'ai vu aucun soldat capturé lors des combats. Pendant les 20 mois que j'ai passés dans le centre de détention des FSR, je n'ai vu aucun soldat.
Les paramilitaires des FSR, engagés dans une guerre civile contre l'armée depuis avril 2023, ont accusé l'Égypte de soutenir l'armée soudanaise, ce que le Caire nie. De nombreux citoyens égyptiens ont fait les frais de ces accusations. Mohamed Chaaban a lui aussi été arrêté alors qu'il résidait au Soudan. Nous avons passé 11 mois dans le premier centre de détention, où nous avons subi des humiliations et des tortures. Les morts étaient nombreux. Chaque jour, on voyait défiler dans le centre entre 10 et 15 corps, victimes de la torture ou de la maladie. Certains en mouraient. Les Nations Unies estiment dans un rapport que des dizaines de milliers de personnes de toutes origines, incluant des femmes et des enfants, ont été enlevées dans la rue au Soudan. Selon l'ONU, 6000 détenus se trouvaient notamment à Soba, une prison des FSR à la sinistre réputation dans le sud de Khartoum. Après sa reprise par l'armée régulière début mars, certains ont pu être libérés, mais le sort de milliers d'autres disparus reste en suspens, faute d'informations et d'accès sur le terrain où la guerre continue. La place Badjanani, au cœur de Moroni, est bondée, comme souvent en ces mois de juillet et août. Les notables de Grande Comore sont venus des villages environnants pour le Madjilis de ce futur marié. Une cérémonie de prière qui ouvre les festivités des traditionnels grands mariages dans l'archipel. On vient prier pour que Dieu nous laisse vivants, nous tous, même ceux qui ne sont pas là, pour que nous puissions vivre demain dimanche la naissance de Boana et Bibiar aussi, des mariés. Pourquoi? Le Comorien naît 2 fois. Il naît par la volonté de Dieu et par le Handa. Le Handa, ou grand mariage, est le ciment de l'identité collective aux Comores. Il scelle le statut social, confère aux époux, surtout aux mariés, le rang d'homme accompli, de notable. Faïd Kassim vit sur l'île de la Réunion. Il est rentré exprès aux Comores pour se marier traditionnellement. Ce matin-là, après avoir revêtu un manteau brodé de fil d'or, il accepte ce verre de lait que lui fait boire sa mère. Un geste qui lui rappelle que c'est elle qui l'a élevé alors qu'il s'apprête à quitter le domicile familial. C'est comme un accomplissement, donc j'avais vraiment à cœur de faire cette journée, de faire cette cérémonie pour honorer les traditions, pour honorer les parents et la belle famille. Seconde étape de ce Mtro Daouni, ou cérémonie d'entrée à la maison, le marié rejoint en musique et largement accompagné la demeure de sa future épouse avec des parures et des bijoux en or en cadeau. Arrivé à destination, on annonce publiquement la dot qu'il lui destine. Faïd Kassim est prêt à devenir un notable, le rang le plus haut dans la hiérarchie de la société comorienne. Le grand mariage, ça marque la fin de l'apprentissage social. C'est qu'il a suivi toutes les règles qui lui permettent d'être alors responsable dans le village, dans la prise de toutes les décisions qui concernent le fonctionnement de la société dans le village. La mariée n'est pas en reste. C'est par la cérémonie de Lukumbi qu'elle aussi est officiellement reconnue comme une personnalité importante de la société comorienne. Une cérémonie à laquelle n'assistent que les femmes de son entourage et son époux. Beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur. Je suis entourée de mes proches et c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est un beau moment. Le grand mariage est le rite d'une vie quasi obligatoire. C'est sur l'île de Grande Comore qu'il est pratiqué avec le plus grand faste. Son coût est faramineux pour le pays, de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers d'euros selon les familles. 45% de la population des Comores vit en dessous du seuil de pauvreté, avec un peu plus de 100 € par habitant et par mois.